Comment faire rayonner une marque au-delà de son marché d'origine? Comment passer d'une communication événementielle à une présence mondiale continue et cohérente et impactante? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Caroline Roulet, qui est CMO de Vivatech depuis 2017. Jean-Laurie, merci pour l'invitation. Caroline, depuis 10 ans, tu pilotes la stratégie marketing et communication, de ce qui est devenu quand même l'un des plus grands événements tech, et innovation en Europe. C'est aujourd'hui une marque internationale incontournable. Tu as vu cet événement, se développer, devenir, un des événements majeurs, hein, aujourd'hui, dans le monde de la tech, et c'est aujourd'hui, c'est ce que tu viens nous partager, c'est comment, finalement vous avez fait passer ça d'un événement presque local, on va dire, ou national, à, un événement qui a vraiment une ampleur internationale. Tu t'es déjà entendu dire que, au début, vous aviez, beaucoup d'idées mais peu de moyens. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette période-là? C'était quoi concrètement les premières actions que vous avez mis en place et qui ont vraiment fonctionné, pour, développer la visibilité de, votre événement? Aujourd'hui encore, on se considère comme une, Ah ouais? Vous scale-up, êtes on une va grosse dire. start-up? Ouais, mais en fait, je pense que ça fait un peu partie de notre ADN d'avoir toujours cette position un peu de challenger, de toujours, essayer de se différencier, de se distinguer, de jamais se reposer sur ses acquis. C'est ça qui fait que chaque année on innove, on essaye de surprendre et de changer, et je pense que cet ADN-là qu'on a depuis le début, en fait, on continue à le diffuser à nos équipes et à le partager. Mais c'est vrai que c'est comme ça on est construit. On est parti d'une idée, une idée simple qui était de se dire qu'un événement, autour des startups et de l'innovation existait au niveau mondial, mais il n'y avait pas quelque chose qui existait vraiment au niveau européen et français. Et de là, on a lancé ce projet-là un peu fou. On l'a monté, sur 6 mois, la première année. Donc j'étais pas 6 encore, mois? là, et je suis bien contente de pas être là, d'avoir pas été là pour Monter un gérer événement sur ça. 6 mois, c'est quand même super ambitieux. Effectivement, et en plus, tous les gens, qui étaient, ont vu ça comme un peu On finit en une burn-out? c'était dur, ouais, c'était dur, dur. Mais effectivement, ils ont réussi, ils ont fait un super événement. Il y a eu 40 000 personnes la première année, et à En 6 partir de mois? là, en 6 mois, Oh et à punaise, ça c'est un partir de tour de là, force. on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose d'encore plus grand et qu'il y avait, une ambition beaucoup plus grande. Et donc la première année que j'ai fait, qui était 2017, c'était vraiment, on a essayé d'être, très, très massif dans nos coms, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi, dans quelques canaux. On a monté beaucoup de partenariats médias. Ça a été le gros Déjà à travail. l'origine. Ouais, c'est les partenaires médias, et on a la chance d'avoir des partenaires médias qui nous suivent depuis 10 ans. Mais ça a été vraiment le lancement, c'est ça, c'est ces médias qui nous ont fait confiance, qui ont voulu lancer le projet avec nous, qui nous ont énormément aidés à promouvoir et à mettre de la visibilité sur l'événement. Et puis on a aussi beaucoup investi dans les réseaux sociaux, parce qu'on s'est dit que, on allait faire suffisamment de bruit pour qu'ensuite on soit entendu, qu'on émerge, et qu'ensuite on puisse rentrer un peu plus dans la dentelle et dans le marketing, de ciblage. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a commencé, avec une toute petite équipe, c'est cette ambition-là d'être un peu massif dès le début. Et puis ensuite, on a commencé à travailler beaucoup plus dans la segmentation, dans le ciblage. On a commencé à travailler sur certaines zones géographiques. On a commencé à prioriser certains personas, enfin certains profils de cibles qu'on allait chercher. Et on a commencé vraiment à faire, des communications qui étaient beaucoup plus détaillées, précises et déclinées en Ciblé fonction aussi? des ciblées, exactement. Donc on a commencé à travailler, sur, des leviers différents en fonction des objectifs qu'on avait. Tu vois, typiquement, quand on a besoin de développer la notoriété, et au début c'était vraiment le cas, on était vraiment sur, des coms plutôt, plus beaucoup de l'offline. On a utilisé, de l'OOH, tout ce qui était, diffusion à l'extérieur, dans les différents, passages très, très business, qu'on peut avoir un peu partout. Des médias plus traditionnels, on va dire. Ouais, ouais, exactement. On a fait un peu de télé, on a fait un peu de print, et avec JC Deco et Média Transport pour, pouvoir aussi diffuser un peu partout. D'accord, oui, oui, donc très, très traditionnel.
Ouais, très traditionnel. On a commencé, ça, quand on décide de faire de l'awareness, nous, en tout cas, notre stratégie, c'est d'avoir une vision très 360. Donc, on fait de l'événementiel, ce qui n'est pas très usuel dans l'événementiel de faire ce genre de dispositif-là, mais on n'est pas très traditionnel et donc on a un plan vraiment 360 et donc on va aussi bien chercher de l'online, que du offline et on va utiliser des canaux différents en fonction des cibles qu'on va chercher, en fonction des pays qu'on va couvrir et puis aussi des objectifs qu'on a. Et est-ce que, les premières années, vous êtes concentrés surtout sur la France? Ou est-ce que très rapidement, vous vous êtes dit que vous allez commencer à, vous développer cette notoriété dans d'autres pays? Alors pour répondre en fait, je pense qu'une des forces de Vivatech, c'est que dès le début, l'ambition autour de la marque, c'était d'en faire une marque internationale. Donc il y Donc avait déjà l'ambition d'aller à ouais l'international. et C'était ça je pas pense que ça juste une nous opportunité. Ouais. exactement, non et je pense que ça nous a beaucoup aidés. Ça m'est déjà arrivé dans mon expérience de porter des marques, locales vers l'international et c'est un travail, assez long, de Et changer lourd. un nom de marque, voilà, c'est coûteux et cetera. Là, nous, on a eu la force d'avoir, dès le début, une ambition, qui était de faire une marque, qui était un événement qui était international, multisectoriel, très business et très expert en matière de tech et d'innovation et ça nous a beaucoup aidé pour accélérer, l'internationalisation. Donc après, effectivement, alors ça, c'est moi qui ai décidé de faire ce choix-là. C'est ça, je pense que ça dépend aussi des moyens, des enjeux, mais nous, on l'a fait petit à petit. On a décidé de cranter un peu chaque année, en faisant bien les choses dans des pays qu'on a priorisés, plutôt qu'à part cette première phase où j'ai vraiment, j'étais très, très large et j'étais pas du tout regardante. On essayait vraiment, vraiment de faire du bruit. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que vraiment on a mis en place une stratégie par, zone géographique. Donc effectivement, rapidement, la France, on l'a portée et on la porte beaucoup à travers des régions, mais ça, c'est depuis le début, parce que dans les régions, il y a énormément d'innovations, des initiatives incroyables et qu'on voulait vraiment mettre en avant. Et puis on est, assez vite, passé sur l'Europe, en travaillant l'Europe donc ça veut dire, on a commencé à monter des partenariats locaux, on est allé, on s'est beaucoup déplacé, on est aussi, allé travailler avec des agences, locales. Ça c'était aussi une de mes de mes besoins parce que ça me permettait aussi de mieux comprendre chaque Les pays et marchés. les particularités de chaque pays, encore plus dans l'événementiel pour de vrai parce que c'est très particulier, c'était pas un secteur sur lequel moi j'avais travaillé avant et puis ensuite on est allé, on a passé beaucoup de temps sur la partie, Amérique du Nord et là on est en train de s'orienter plutôt vers l'Asie, le Middle East. Donc on s'étend petit à petit et on D'accord, le donc c'est quand fait, même progressif. oui, en fait on l'a fait moi j'ai décidé de le faire comme ça pour des questions budgétaires et pour des Ce qui est questions aussi rationnel. de ouais, 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 mais on aurait pu faire autrement. On aurait pu essayer de pousser un peu tout, Oui, faire vite un et petit tu peu partout. ouais, voilà, mais on a eu besoin d'avoir aussi cette phase d'apprentissage et de compréhension des audiences, qui sont absolument pas les mêmes entre chaque pays, même entre chaque, Et ça, c'est intéressant. fonction. Et qu'est-ce que tu as pu observer du coup? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté justement de faire appel à des agences locales pour prendre le relais et vous aider à faire connaître, Vivatech et à nouer, sans doute des partenariats aussi? Alors c'est pas du tout toujours les mêmes méthodes de travail. C'est pas, enfin il y a quand même tout un ensemble de liens, qui se tissent. Alors on n'a pas eu les mêmes, activations, par exemple en Allemagne et en Italie, ça a été très différent de l'Espagne, l'Italie et la France. C'est vrai que d'avoir des gens à la fois experts de ces secteurs-là, ça nous a beaucoup aidé à décrypter et décrypter plus vite parce qu'on avait du mal nous à le faire et puis, aussi on a pu, un peu petit à petit avec le temps, on commençait à avoir aussi des retours d'expérience, de nos visiteurs. On a commencé à avoir un peu de data et de comprendre un peu mieux aussi, quels étaient les leviers sur lesquels, ils étaient sensibles, quels ils n'étaient pas et Il y donc avait des grosses petit à petit disparités? oui, pas sur tout, mais oui, oui, sur certains trucs, oui. En termes de messages aussi, les messages sont pas forcément, perçus pareil, en fonction des pays. Les US, c'est très, très différent, et donc c'est quelque chose nous, on a pris beaucoup de temps, aussi à comprendre, décrypter, à travailler, avec, ce marché-là. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui, on arrive beaucoup mieux à bosser avec eux parce qu'il y a aussi cette notion de confiance
et quand on arrive à vraiment démontrer et travailler Bah, aujourd'hui, la marque efficacement, est quand même créée ça depuis marche. quelques années où elle est, de plus en plus connue, donc j'imagine que ça doit aussi créer de la confiance. Oui, Heu et oui. pour notamment, s'exporter, aller conquérir le marché, outre-Atlantique, est-ce que alors j'ai 2 questions. Est-ce qu'il y a des pays qui ont, où ça a pris plus rapidement que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui ont été plus rapides à convaincre, où le concept a séduit plus vite? Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé ou est-ce que ça vous a voilà, plutôt que de vous reposer sur ou de faire appel à des agences locales, des partenaires locaux, de vraiment, on va dire, vous exporter vous-même et créer aussi des, entre guillemets «des bureaux», à l'étranger? Pour te répondre, Notamment sur le marché américain où on sait que parfois c'est difficile quand on n'est pas présent ouais. physiquement de percer. Alors pour te répondre à la première question, en fait, peut-être que là où, ça a été peut-être un tout petit peu plus long, c'est effectivement le marché américain. Parce que le marché américain a aussi tout un ensemble, d'événements, et Oui, donc ils vont plutôt favoriser leur événement, il y a de la ce qui est concurrence naturellement. oui, tout à fait et mais on a un peu moins ça en Europe. Je pense qu'en Europe, c'est une concurrence moins directe. Les visiteurs, ils vont voir un ou 2 événements, ils ont besoin d'aller voir leur marché local et assez naturellement d'aller voir un marché un peu plus ouvert. Les US, ils sont plus centrés, vraiment business et US first, donc c'est plus difficile d'aller dire, «Allez, venez voir ce qui se passe aussi en Europe». Donc moi je trouve qu'on a eu plutôt un accueil super favorable en Europe et c'était vraiment, c'était des échanges, très constructifs. C'était vraiment le fait d'exister et de se faire connaître, sur une audience, voilà, on cherche pas une audience très large, on a une audience aussi, très B2B, écosystème, start-up, grands groupes, donc on est allé chercher ces audiences-là, et ça s'est assez naturellement, fait. On a eu aussi pas mal, et ça c'est grâce au fait que ce soit en France, mais l'Asie, le Japon, la Qui aime le Corée, pays? ouais, je pense que le fait que ce soit en France au mois de juin, ça m'a pas mal aidée. J'adore! Et l'idée, de ce projet-là, c'était aussi de valoriser tout l'écosystème français, au niveau, international, au-delà du marché européen. Enfin, il y a cette double, lecture, à la fois toutes les belles choses qu'on peut faire, en France et de les exporter et de montrer, ce qu'on peut faire, au niveau mondial et puis, montrer comment aussi l'Europe, s'intègre dans tout cet écosystème mondial et qu'est-ce qu'elle apporte au dispositif, mondiale, à côté de la Chine et de l'Asie et des US et en fait, chacun est complémentaire et c'était aussi un peu notre volonté de pouvoir relayer, et de pouvoir mettre en relation ces écosystèmes différents qui ont besoin, drastiquement de se parler pour, opérer du business, pour, développer l'innovation, stimuler l'innovation parce que, maintenant on est vraiment dans une dimension très très globale. Donc c'était un peu le job, mais c'est vrai que c'est un argument. Aujourd'hui, c'est Autant un lier argument. l'utile à Bah, l'agréable. ah oui, 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 tant qu'à faire, prenez une petite semaine et puis profitez de Paris tant que vous y êtes. Tu as parlé de l'Asie. Est-ce que, cette proportion en termes de représentation de fréquentation de l'événement, vous l'avez vu évoluer, depuis combien de temps à peu près? Depuis le début, Depuis le début? c'est un peu ce que je te disais, on s'est donné un peu des objectifs chaque année et en fait, on l'a cranté petit à petit. Donc vous avez pas Et forcément, entre guillemets «démarché» l'Asie en même temps que les pays d'Europe. Je sais pas quand est-ce que l'Asie est arrivée, mais ça doit faire quand même pas mal d'années, hein? Et est-ce que ces proportions évoluent encore chaque année? en fait, alors quand je te disais qu'on l'a vu un peu, petit à petit, c'est parce que plus on a priorisé certains pays, plus on a vu en fait, l'impact que ça pouvait avoir en termes de visitorat, dans la foulée. Mmh. Donc en fait, que ça fonctionnait et c'est pour ça aussi qu'on a continué à avoir ce process-là parce qu'on voyait qu'en se concentrant sur certains pays, chaque année, on avait plus de poids et d'impact en Ouais, termes j'imagine. de retour sur investissement, de visitorat et cetera et après il y a aussi un peu cet effet boule de neige qui fait que, quand on adresse les bonnes personnes dans les pays, que ça marche bien et qu'il y a un retour, de satisfaction, bah, il va y avoir du bouche à oreille, on va commencer à parler de l'événement et donc ça va démultiplier, les forces de la diffusion et de la notoriété. Donc oui, en fait, ce truc-là, on le voit depuis le début et c'est pour ça qu'on a continué dans cette, démarche-là d'y aller, step by step parce qu'on arrivait beaucoup mieux à transformer, à faire avancer, la part de l'international, au sein Et du à mesurer visitorat de peut-être Vivatech. aussi? Oui, oui, bien sûr, on le mesure chaque année. On le mesure post Vivatech, mais on le mesure chaque année.
J'imagine. Est-ce que, il y a des leviers ou des canaux qui fonctionnent, particulièrement bien sur certains marchés et mieux que sur d'autres? En fait, Est-ce pour que c'est quelque chose moi, que vous avez pu observer? il y a des canaux qui marchent pour tous, ça c'est très Lesquels? flagrant. C'est surtout sur la partie digitale. D'accord, Le oui. digital est sur les choses très classiques, du type, le search, des dispositifs, Et c assez oui. héroïstes, mais qui marchent vraiment quels que soient les pays. Après, j'aurais tendance à te dire que c'est plutôt les types de messages, qui vont jouer, Oui, et c'était ma après prochaine question. C'est est-ce que vous avez dû adapter vos messages, vos contenus par zone géographique? Tu en as parlé un tout petit peu au début de l'épisode. Est-ce que tu peux juste nous en dire 2 mots? Peut-être certains messages qui dans les grandes lignes, hein, qui marchent mieux sur certaines régions, et qui fonctionnent peut-être d'autres qui fonctionnent peut-être mieux sur d'autres régions? Et en fait, il y a des messages qui fonctionnent mieux en fonction des pays ou en fonction des audiences qu'on cible. Mmh. Tu sais, on cible plutôt des Ouais. profils très CSP+ à Vivatech, 44 à peu près de C-level qui sont présents et en fait, tu vas pas cibler les pareil si tu parles à un directeur marketing ou à un directeur financier ou un directeur sales, enfin de commercial. Même Et ça, s'ils tentent à se ça complexifie. rapprocher, voilà. Il y a des Oui, rapprochements en ce moment, mais certes, certes, voilà, c'est quand même des vrai. discours assez C'est vrai, mais quand même, malgré tout, on est d'accord. ça ne porte pas toujours. Hem Et ensuite, il y a des approches qui fonctionnent mieux, plus directes, dans certains pays, d'autres où il faut toucher plus l'émotion. Dans d'autres pays, ça va dépendre. On le, va Je te donne un exemple, si tu parles aux US et que tu cherches une audience très B2B, faut être très, très direct, très business dans tes messages. Pas grand chose d'autre qui marche, en tout cas, de notre perception, il y a pas le enfin, c'est moins efficace. Par contre, dans les pays plus latins, et surtout en Europe, la touche, un peu d'émotion qu'on peut porter au travers de la marque Vivatech a un poids, plus important. Donc en fait, on va pas forcément mettre exactement le même poids de messages dedans. Par contre, nous, il y a quelque chose qu'on a décidé et je pense que ça, c'est lié à notre choix d'être très international, c'est qu'on a, pris le parti de faire, d'avoir en fait une cohérence de marque très forte, même si on décline les messages, même si on n'utilise pas les mêmes canaux. En fait, on a une identité, visuelle qui est très forte et qu'on impose quel que soit le pays. Et on fait pareil en termes de messages génériques. En début d'année, on définit des messages comme des baselines, on va dire, qu'on va utiliser tout au long de l'année, commerciales, un peu d'événements. Et ça, c'est des baselines qu'on va, valider avec l'intégralité des pays, pour vérifier qu'il y a pas d'incohérence ou de mal-compréhension de certains messages. Et ensuite, ça nous empêche pas de les décliner, mais on va garder un peu un socle commun, et il y a aussi le ton, pour moi qui est très important. On garde un ton qui est identique, quel que soit le pays. Donc ça, je le fais pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens, pour que aussi il y ait, une association très forte à la marque et qu'on comprenne, quel que soit le pays, que c'est de Vivatech dont on parle et pas d'un autre événement ou quelque chose qui ressemblerait. Et aussi que les messages forts qu'on veut porter et véhiculer, ils soient compris partout et que tout le monde les ait bien en tête. On a des déclinaisons et des déclinaisons de messages, on en a beaucoup, beaucoup, mais on le fait toujours avec une sorte de socle commun, qui part un peu de l'ambition, globale de Vivatech et qui va être porté tout au long de l'année. Et nous, ça nous assure à la fois que, alors il y a une cohérence globale et qu'en même temps, il y a un impact qui est beaucoup plus puissant puisque c'est la même identité qu'on va pouvoir retrouver, partout, quel que soit le pays et quelles que soient les audiences. Quand justement vous déclinez ces messages au niveau, des différents pays, est-ce que c'est vous qui le faites? Ou J'ai constitué une équipe d'experts. d'accord. Donc j'ai dans mes équipes, j'ai une partie vraiment qui est en charge du branding, du storytelling, du positionnement de marque et de Mmh. l'identité de marque et c'est eux qui vont travailler les messages et ensuite j'ai des experts plutôt par levier donc par exemple sur de l'achat média qui va utiliser ce contenu-là et qui, lui va être amené à le décliner en fonction des pays où on va utiliser, et potentiellement ça peut arriver, de l'IA pour faire des micro-segments et donc décliner des messages en fonction de ces micro-segments, pour qu'on soit les plus efficaces possibles sur des tout petits marchés, enfin vraiment des segments de niche, mais qui sont des segments pour nous qui sont prioritaires. Donc on a
Aujourd'hui, moi, j'ai pas de spécialistes par, pays. J'ai vraiment plutôt des équipes d'experts, dans leurs différentes Ouais, par compétence, on va dire. ouais, par compétence ou par levier ou Ouais, par spécificité et par contre, j'ai pris le parti d'avoir une équipe, très internationale. Donc j'ai une équipe à 80 plus de 90 d'étrangers et d'accord. 10 de Français. Et donc qui doivent s'adapter aussi à la culture, américaine, anglaise, italienne, espagnole pour, qu'il y ait suffisamment de melting pot pour qu'à la fin ça soit entendable par tout le monde et ça reste identitaire, Vivatech et que ça soit juste, quel que soit le pays. OK, donc finalement, tu as fait le choix d'avoir une équipe qui représente un petit peu la population du Vivatech en termes de caractéristiques internationales pour, justement arriver à gérer cette partie-là où on va décliner des messages à l'international. Je sais pas si ma question est très bien formulée, mais je trouve ça super intéressant de se dire, bah, j'ai choisi d'avoir une équipe internationale pour aussi pouvoir répondre à ce besoin de s'adapter à l'international. Oui, oui, en fait, pour te dire, en fait, on a commencé avec, une équipe plutôt, française, au début, enfin un peu naturellement, mais en fait, on peut pas parler, à une audience, internationale si on ne sait pas, s'adresser correctement à cette population. On a beau, faire tout ce qu'on veut en étant, français, ça se voit comme le nez au milieu du visage qu'on est français et qu'on essaye de parler en anglais. J'aurais bien aimé dire le contraire, mais maintenant j'avoue qu'il faut quand même reconnaître mes limites. Tu Donc en fait, oui, ça a été aussi un énorme step quand on a commencé à se dire: «On arrête de faire semblant, notre marque, elle est internationale, il faut que ça se reflète aussi dans nos équipes» et à la fois, ça permet effectivement d'être beaucoup plus juste dans la façon dont on raconte les choses, Mmh. parce qu'on est beaucoup plus proche, des audiences qu'on adresse et en même temps, c'est une culture d'entreprise qui est ultra riche pour nous, parce que ça nous permet aussi d'avoir plus de visibilité, de compréhension des différents marchés, aussi, d'être beaucoup plus humble par rapport à ce qu'on peut faire parce qu'on voit aussi, qu'on a beaucoup de portées qui sont juste une portée microscopique. Et à côté de ça, ça fait une équipe aussi ultra ouverte, c'est une culture enfin pour moi d'équipe qui est très, très riche quoi. Très riche entre nous et très riche aussi sur la portée qu'on peut avoir ensuite, et je trouve que ça véhicule très, très bien, ce que nous on veut, porter sur la marque. En fait, notre équipe, c'est un peu l'extension de la marque, c'est un peu ce qu'on représente quand on va illustrer la marque et j'ai la chance d'avoir une équipe, qui porte ça, extrêmement bien. On a fait un épisode dernièrement sur l'axe de différenciation qu'on sous-estime et qui est le fait d'aligner la culture de l'entreprise avec les valeurs que porte l'entreprise à l'extérieur auprès de ses clients et et je trouve que du coup, ça crédibilise encore plus la démarche. Tu nous montres que c'est C'est un véritable atout. Ouais, ouais, non, non, c'est vraiment un atout. Je te propose qu'on parle maintenant influence et médias, parce que, tu nous as confié que, bah, la Vivatech a un pôle influence aujourd'hui. Comment est-ce que, Ouais. du coup, tu as vu, évoluer le traitement médiatique, on va dire, de la tech et l'innovation depuis 2017? Et pourquoi avoir créé un pôle influence dédié chez Vivatech? Avait commencé, en 2017-2018, on avait, lancé un premier pôle en fait d'influence au Ah, tout début, parce qu'on avait besoin d'accélérer, aussi la visibilité au bout notamment à d'1 an. l'international. Ouais, Ouais, on y va, on les y va, ambitions on y étaient va. grandes. Nous, on s'arrête pas. Et en fait ça a pas marché, ça a pas bien marché. En D'accord, tout donc il y cas avait moi eu un j'étais pas précédent. ouais, j'étais pas convaincue de la façon dont on l'avait fait, et c'était à une période où on vivait l'événement comme vraiment une communication très ponctuelle. Ouais. On travaillait sur des plans de com très court-termistes, autour de l'événement, donc on avait des plans de com entre 2-3 mois, très, très intenses, mais peu de communication avant ce moment-là. J'avais arrêté ce projet, là parce que voilà, j'étais pas satisfaite de ce que ça pouvait rendre et des messages que ça véhiculait et puis, là, il y a 1 an et demi, 2 ans, on a réouvert ce sujet-là. Mon équipe aussi m'a convaincue de repartir et de rouvrir ce sujet,
Heu et effectivement, on a commencé à la fois parce qu'on a une communication qui est beaucoup plus sur du long terme, de par, la concurrence qui est forte, on a, cette volonté en fait d'être un peu on top of mind tout au long de l'année. D'occuper le Donc on terrain, ouais. voilà, donc on a commencé à avoir des communications et des plans de com sur, 9-10 mois. Maintenant, on communique sur 10 mois. Et donc effectivement, là, on a commencé à se dire que c'était peut-être intéressant de rouvrir cette brique-là. Et donc on s'est cherché pas mal, et on a, là maintenant un dispositif qui me semble pas mal. En fait, on travaille l'influence à 3 niveaux. On a l'influence, vraiment, je pense comme tout le monde l'entend, les influenceurs, créateurs de contenu, Oui. qu'on a développé avec, on a développé un programme, programme ambassadeur qui, fonctionne extrêmement bien. On travaille aussi l'influence plus sur, une dimension podcasteur, et social editors, peut-être plus côté, tu vois, presse média, des gens qu'on n'adressait pas du tout avant, sur ces univers-là, mais Mais qui prennent de plus en qui plus prennent de la d'ampleur. place. Exactement, et c'est hyper intéressant et c'est très différent, mais c'est hyper intéressant pour le coup. Et on fait aussi autre chose. Nous, on appelle ça l'influence business. C'est en fait des gens qui sont pas du tout influenceurs, c'est pas du tout, leur métier, mais c'est des gens qui, ont une expertise très, très forte, donc sur des métiers, hein, sur le marketing, sur le commercial ou, sur, des technos, Ouais. la cybersécurité, l'IA. Et en fait, on les adresse, eux spécifiquement pour qu'ils puissent, parler de Vivatech sur des segments de population qui sont très petits. C'est des Ouais. segments de niche, mais qui sont des segments exactement ceux qu'on veut aller adresser. Donc c'est une autre façon de travailler l'influence parce que c'est pas du Et tout comment vous de les adressez spécifiquement, du coup, ceux-là qui sont pas des influenceurs au sens traditionnel du terme, on va dire? bah, en fait, on les alors déjà, il faut qu'on les identifie, Oui. parce qu'ils sont effectivement Et aussi, comment vous les capturez? discrets. On les en fait, on les en fonction on les identifie soit, grâce à notre cellule de speakers, parce Mmh. que nos speakers sont aussi, des gens hyper, ultra experts dans leur, domaine. C'est un énorme vivier pour nous de ces audiences-là. Et on le fait aussi via, les réseaux sociaux. On regarde un peu aussi, de façon globale, là où, on a des gens qui sont très entendus sur des sujets qui sont des sujets, qui nous intéressent. La croyance vraiment très forte, c'est que je pense que, je ne force jamais personne à dire quoi que ce soit sur Vivatech. L'idée, c'est plutôt qu'ils viennent voir, qu'ils découvrent, qu'ils voient ce qu'ils en pensent, et qu'ils nous fassent des retours. Et donc en fait, en faisant ça, j'avoue qu'on a la chance d'avoir un produit qui fait qu'en général, les gens qui viennent, bah, ils sont contents et ils trouvent que le produit est vraiment de qualité et que ça vaut le coup d'en parler. Et donc ça marche parce qu'aussi on a le produit associé, Oui. mais on le fait de façon très simplement et ensuite on engage aussi ces communautés à l'année. L'influence pour nous, c'est un pôle aussi d'engagement, donc on discute avec eux à l'année, on a des newsletters avec eux, on les rencontre aussi et on voyage aussi pour pouvoir les rencontrer. On reste, français et on trouve que le lien, humain, il est quand même très important, surtout dans ce monde très digital Oui, et l'humain ça revient encore plus d'ailleurs. on est convaincus, on en est convaincus et c'est vrai que ça voilà, ça se fait aussi et ça se fait petit à petit. Nous, on a un cycle qui est une édition, donc on le fait, on le crante petit à petit et force est de constater qu'en 10 ans, on arrive à faire, à faire parler de nous. Aujourd'hui, Vivatech, bah, là, il y a les 10 ans, on va en parler un petit peu quand même parce que ça reste un événement et j'ai eu la chance d'assister à la conférence de presse, et j'en ai pris plein les yeux. Déjà, le lieu était particulièrement, exceptionnel puisqu'on était au Grand Palais et vous avez annoncé un programme qui est juste exceptionnel et des chiffres qui montrent que l'événement, en 10 ans, a vraiment franchi énormément d'étapes et aujourd'hui est, un événement qui pèse sur la scène internationale. Cette année, ce sera une édition anniversaire. Est-ce qu'il y a des ambitions particulières pour cette édition? Est-ce que On n'a pas tous les ans 10 ans, donc on est bien d'accord. on en profite aussi un peu. Déjà, on voulait marquer un step en passant dans un nouveau hall. On est toujours aux portes de Versailles, mais dans le hall 7. On a 30 de plus de parcs d'exposition, donc c'est important. Et donc, pour vraiment faire un événement encore plus global et plus, important, ça passe sur 3 étages. Donc effectivement, c'est pour nous, c'est un grand changement parce que ça remet un peu tout en question. Enfin voilà, faut
tout réinventer, il faut voir comment faire vivre ces espaces-là. Mais c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, aussi parce qu'on veut accueillir plus, d'innovateurs, plus de projets, plus de pays aussi. Donc on est, vraiment dans cette, démarche-là et puis effectivement le grand public depuis le début, le grand public c'est quelque chose qui est dans l'ADN de Vivatech. Vivatech, c'est toujours 2 jours B2B et une Et il y journée, a une grand journée, oui, public. tu as raison. Et ça, c'est quelque chose, voilà, qui est important pour nous, et qui a toujours été très important pour nous. Et en fait, cette année, on va l'étendre et le porter d'autant plus en investissant les Champs-Élysées le 14 juin, donc c'est-à-dire le Voilà. dimanche juste avant Vivatech. Et on fait ça, en fait, les Champs font une piétonnisation de leur avenue une fois, par mois. Donc là, on a pu avoir la dérogation pour que ce soit juste avant Vivatech, c'est un peu exceptionnel et on va, ouvrir, au grand public une partie des innovations qui sont présentes à Vivatech. Il n'y aura bien sûr, pas tout, c'est un petit Donc ils auront teaser de même ce qu'on pourra l'avant-première. trouver, mais exactement. Mais l'idée, c'est de pouvoir, couvrir tout un ensemble de secteurs grand public, autour de la tech pour expliquer, comment la tech intervient dans la vie du quotidien, d'avoir tous les tenants et aboutissants et de voir aussi bien les points positifs que négatifs, mais en tout cas d'avoir cette perception un peu globale et c'est un peu notre job aussi de porter ça et d'essayer d'être le plus objectif possible sur la technologie. De rendre Puis, accessible. de rendre accessible, exactement. Et puis, il y aura, des cours de prompt pour un peu, mieux appréhender l'IA. Il y aura aussi des sessions de conférences. Un petit avant-goût, teaser de Vivatech pour, le plus grand nombre avant l'événement, Est-ce qu'il faut du s'inscrire? Est-ce 17 que au c'est 20. un accès libre? Est-ce qu'il faut faire 3 heures de C'est queue en pour y accès. aller? C'est un Alors, ah et c'est en accès possiblement, libre. il y aura de la queue, Après comme c'est tous les grands grand, c'est événements grand, hein. aujourd'hui, Les hein. champs, en général quand même, il y a de quoi faire, parce qu'on investit une grosse partie de l'allée. Les lettres de Vivatech vont Ouais. servir en fait de réceptacle à des espaces de présentation, de démos, de code et cetera et donc c'est quand même assez grand. Après c'est une première, donc je ne sais pas exactement comment il y aura de la queue ou pas, mais on espère que ça sera suffisamment fluide. Voilà et donc on prévoit aussi quelques surprises, sur les champs. Mais voilà, c'est une première pour nous et on espère que vraiment ça sera hyper utile et ludique, pour le plus grand nombre. Pour toutes Tu vas manquer. celles et ceux qui nous voient ou qui nous regardent ou qui nous écoutent, n'hésitez pas à y aller. Ça a l'air d'être vraiment un événement d'exception et puis je pense que ne serait-ce que voir ça sur les Champs-Élysées, ça donne quand même encore une dimension exceptionnelle. Caroline, juste avant de nous quitter, je voudrais quand même te poser une dernière question. Quand tu regardes les prochaines années, la question un peu piège, vers où Vivatech ça pourrait évoluer vers quoi? Est-ce que ça va continuer d'évoluer? J'ose pas me dire, est-ce qu'il y aura d'autres événements ailleurs dans le monde? Est-ce que tu as le droit de nous en parler? C'est quoi les ambitions? Je vais te répondre un peu entre 2 parce que, oui, on réfléchit bien sûr à d'autres choses, et à ouvrir, d'autres développements. On a effectivement, toujours cette envie de faire de Vivatech, un flagship, important et de garder toujours, l'Europe et la France au cœur du réacteur, mais on réfléchit aussi à plein de façons aussi de se diversifier. Donc il y a des projets en cours de réflexion. Aujourd'hui, on va continuer à surprendre, continuer à développer ce projet qui est vraiment l'événement Vivatech. Donc on a, plein d'idées aussi pour, faire évoluer le projet dans les prochaines années. Mais c'est vrai qu'on réfléchit aussi à d'autres perspectives, d'évolution. Maintenant aussi que notre notoriété et réputation, elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus ancrée un peu plus, globalement. On a, plein de possibilités, donc on est en cours vraiment de creuser ces sujets-là. On a hâte de découvrir, la suite en tout cas. Caroline, je te remercie, pour tous ces partages, de nous avoir vraiment partagé les coulisses de Vivatech, bah, depuis même, 10 ans, hein. L'événement aura lieu du 17 au 20 juin, à Paris, donc porte de Versailles numéro 7, c'est ça? C'est ça, Et pour le 7. l'événement grand public, a lieu le week-end du 14 juin sur les Champs-Élysées. Caroline, je te dis un grand merci. On peut te retrouver, bah, sur LinkedIn où tu es présente. Hein? Je mettrai, le lien dans la description. Et bah, écoute, je te dis à très bientôt, à Vivatech pour le coup. Ouais, merci encore, à très bientôt. Merci Laurie.